Bien, mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à cette soirée qui est organisée dans le cadre de la 11e édition de la Semaine des droits humains autour du thème universalité et qui est, comme vous le savez, un des piliers constitutifs de notre espace démocratique, tant pour la promotion des valeurs humanistes que de leur protection. Le choix de ce thème pour cette 11e édition de la Semaine des droits humains, il est à la fois motivé par la commémoration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 à Paris, mais aussi, et c'est une tragique réalité, par l'offre du contexte international aujourd'hui. Ce soir, et en partenariat avec le FIFDH, nous vous convions à prendre une bouffée d'espérance avec la projection du film de Manon Loiseau, La vie devant elle, et de participer à la discussion qui va suivre avec la réalisatrice du film qui nous rejoindra au terme de la projection. La vie devant elle, c'est le journal intime de l'exil d'une jeune Afghane de 14 ans qui s'appelle Elaha, qui se filme avec une petite caméra pour raconter son histoire. Et à travers son récit, c'est la réalité des enfants qui grandissent sur la route, ballottés d'un endroit à l'autre, pour fuir des conflits dans l'espoir de retrouver une vie un peu normale. Ce film fait référence à plusieurs de ces droits fondamentaux que nous commémorons cette année, le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous le verrons, une des étapes de ce film passe par les camps de Lesbos. Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'opinion et d'expression, l'interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de l'incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse. Et puis il y a deux droits en particulier, deux droits fondamentaux en particulier, auxquels ce film fait directement référence. La liberté de circulation, c'est tout l'enjeu des questions migratoires et des politiques d'exil, et le droit à l'éducation, puisque nous le verrons, ces enfants, et Elaha en particulier, fera référence à ce besoin de s'instruire et le besoin d'aller à l'école tout au long de son errance avec sa famille. Précisément, Elaha nous dit, et je la cite, « Celui qui n'a pas émigré ne peut pas comprendre la notion de survie, de rester en vie. » C'est donc le témoignage d'une survivante qui a quitté son pays, l'Afghanistan, pour vivre désormais en Allemagne après 4 années d'errance sur les routes européennes qui l'amèneront de la Grèce à l'Albanie, puis à nouveau en Grèce et enfin en Allemagne. La projection de ce film est aussi l'occasion de s'interroger sur notre propre vision et compréhension des droits humains au quotidien, car nous sommes chacun, à des degrés divers, des militantes et militants des droits humains, au moins je l'espère. J'ai désormais le plaisir de passer la parole à la co-directrice du FIFDH, Leila Alonso, que j'invite à me rejoindre sur scène, et je salue encore le partenariat régulier, et ce depuis l'origine, avec le FIFDH, qui nous permet d'organiser des soirées sur des thèmes poignants et dans un contexte qui est particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux et heureuses de vous accueillir ici. Donc, j'avais prévu de dire quelques mots sur le film, mais ça a été fait de manière déjà absolument parfaite. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on avait prévu à la base d'accueillir Elaha, qui est la protagoniste du film, avec qui on a beaucoup échangé. C'est un film qu'on a eu l'occasion de présenter l'année passée dans le cadre du festival. Malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous parce que elle était dans un plein processus de renouvellement de sa carte de séjour et l'idée, c'était pas de lui faire prendre un risque quelconque pour pouvoir être là pour cette projection. Mais ce qu'on a fait quand même, c'est de l'inviter de manière très formelle. Donc, on a écrit une lettre qu'on a transmise à Elaha, à sa famille, et avec son enseignante, elle s'est rendue là où elle devait aller pour en fait faire la demande de renouvellement de son permis de séjour et demander à ce qu'elle soit accélérée. Et on a eu la nouvelle aujourd'hui à midi que Elaha et toute sa famille ont pu renouveler leur permis de séjour. Donc, ça reste une très bonne nouvelle. Ça s'est joué à 24 heures pour nous ici, mais ça lui permettra de se rendre
à tous les prochains événements qu'il y aura autour du film, parce que malheureusement, jusqu'à là, elle n'a pas pu accompagner ce film. Donc, elle m'a quand même transmis, elle nous a transmis à midi par Zoom, parce qu'elle a pu échanger avec des élèves du secondaire 1 et 2, enfin voilà, qu'elle remerciait la Semaine des droits humains, le FIFDH. Et puis, enfin, moi, je vais juste vous dire de ne pas partir après la projection, parce qu'on va accueillir Manon Loiseau, qu'on connaît bien au festival. Et puis, sinon, je vais vous souhaiter une très belle projection. Bonsoir à nouveau à toutes et tous. Merci encore d'être là ce soir avec nous. Et surtout, merci à Manon Loiseau, qui est donc la réalisatrice du film, de se joindre à nous pour ce moment de discussion. Beaucoup. Merci d'être là. Donc, voilà, maintenant vous avez pu découvrir le film. C'est un film qui nous a énormément touchés au FIFDH, qu'on a eu la chance de projeter à plusieurs occasions, dans différents contextes, auprès de jeunes, auprès de personnes migrantes, enfin vraiment un petit peu partout à Genève. Et avant toute chose, peut-être avant qu'on parle du film, est-ce que Manon, tu voudrais non seulement te présenter, peut-être aussi raconter à l'audience qu'est-ce qui t'a amené vers ces sujets, parce que c'est pas du tout son premier film. Peut-être vous savez, je sais qu'il y a une dame qui m'a dit qu'elle connaissait très bien les films de Manon Loiseau. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé c'est là où tu es? Oh, ça c'est une grande question. Je ne m'attendais pas, tu ne m'avais pas dit. Non, je crois que c'est toujours l'humain au cœur. Donc j'ai vécu 10 ans en Russie où j'ai très jeune été confrontée à la guerre en Tchétchénie, dans laquelle j'ai plongé à 20 et quelques années. Et je crois que ça m'a marqué pour le reste de ma vie, à savoir que c'était des bombardements par l'armée russe de civils essentiellement, et nous on n'avait pas le droit de travailler, enfin on ne pouvait pas travailler du côté de l'armée russe, on était donc avec les populations civiles, et je crois que très vite j'ai tenté de documenter en fait cette guerre dont tout le monde se fichait finalement, et avec cette violence et cette barbarie, et en même temps cette incroyable force des femmes, des hommes, des enfants, et donc la résilience des enfants aussi m'a très tôt fascinée. Et voilà, et donc après je suis allée en Syrie, en Afghanistan, en Iran, enfin, et je crois que le fil conducteur de tout ça, c'était faire sortir des voix qu'on n'entend pas, des voix de pays dont on a détourné le regard. Et voilà, et c'est vrai que donc, je pense qu'on ayant commencé à 23 ans, 24 ans par la Tchétchénie, c'était quelque chose où, voilà, c'est quelque chose qui est devenu. Et puis après, je vivais en Russie, donc j'ai fait d'autres films dans des endroits clos, dans des prisons, etc. Voilà, donc je crois que c'est ça qui... En Russie, en fait, on en reparlait, mais j'avais rencontré Anna Politkovskaya, qui était la journaliste assassinée en 2006, qui était une grande amie, et avec qui on était à Genève. D'ailleurs, on était venus 2 ans avant son assassinat. Et elle parlait toujours de cette force de l'État, que l'homme n'est rien sous la force du rouleau compresseur de l'État. Mais en même temps, il y a cet humain qui se dresse envers et contre tout. Donc, en ce moment, c'est plus difficile. Voilà, et je crois qu'alors Elara, je crois que c'est le film, en fait, finalement, peut-être avec le plus de lumière que j'ai pu faire en 20 ans, parce qu'elle est une lumière au bout de ce tunnel très sombre du monde dans lequel on vit, où beaucoup de femmes, d'hommes et d'enfants périssent dans la Méditerranée, et puis plus généralement, je crois qu'on vit quand même une période très dure, et pour tous. Et je crois qu'Elara, en fait, alors moi je l'ai rencontrée, je devais faire un film à l'origine. Vraiment, France Télévisions m'avait proposé de faire un film sur l'exil, et moi j'ai très tôt voulu faire quelque chose sur l'enfance, parce que j'ai beaucoup filmé les enfants, justement, en Afghanistan aussi, en Syrie, en Tchétchénie. Et j'étais toujours frappée par l'incroyable résilience des enfants. Et je voulais faire un film documentaire à hauteur d'enfants. Donc je voulais trouver des enfants qui racontent ce que c'est que de grandir sur la route quand on est enfant. Et l'idée qu'on avait, et alors pour le coup c'est aussi venu de France Télévisions, c'était presque un acte aussi politique de dire que quel que soit le film qui allait venir, il y avait cette idée que eux c'est nous. Voilà. Et je crois que Elara et sa famille, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble, c'est d'être qu'avec une seule famille pour raconter ce destin des enfants trimballés sur les routes, comme ils disent, comme des paquets.
où ils n'ont pas de visibilité sur ce qu'ils vont devenir demain, et en même temps cet incroyable espoir d'aller un jour à l'école. Et quand je l'ai rencontré, donc je vais commencer par passer des mois et des mois dans les îles grecques, à Léros, Lesbos, à faire des workshops avec des adolescents qui étaient des enfants, des mineurs isolés. Et l'idée, c'était plutôt au fait, de faire un film avec des mineurs isolés qui allaient filmer leur route. Et puis le Covid est arrivé et j'ai perdu toutes les traces des enfants. Et juste avant l'incendie du camp de Moria, que vous voyez, en fait, j'ai rencontré une jeune femme française qui s'appelle Fanny Houvnagel, qui a créé une association qui s'appelle Tolou, qui a aidé Lara et son père, parce que son papa était charpentier, donc à construire l'école. Ils pensaient avoir 50 enfants, ils en ont eu 600 en 10 jours. Cette soif d'apprendre de dingue dans cette jungle, cet enfer qu'était Moria. Et Fanny me dit, écoute, je sais que tu veux faire un film sur les mineurs isolés, mais moi j'ai cette gamine. On a fait un petit atelier cinéma dans le camp, et je lui ai prêté ma petite caméra, mon appareil photo. Et elle n'arrête pas de filmer depuis 3 mois. Est-ce que tu veux être sa marraine, la marrainer un peu dans ça? Et je dis, mais bien sûr. 3 jours après, le camp de Moria brûle. Et là, j'ai absolument plus de traces des enfants que j'avais rencontrés depuis 1 an. Et Fanny me dit, et Lara, sa famille vont bien. Elle m'envoie ces images que vous voyez de l'incendie, où elle a un film. Et donc, j'avais plus qu'elle, finalement, comme piste. Et en fait, je suis allée voir mes productions. Je me suis dit, il y a une lumière, là, dans ce tunnel, dans cet enfer de Moria qui finit par brûler. Est-ce que, voilà, on n'avait plus d'argent, plus de budget, et on a convaincu France Télévisions de nous faire une petite rallonge de budget de repérage. Et j'ai rencontré Lara au milieu des cendres, comme vous la voyez, avec son petit jean, son t-shirt, son petit sac à main, et surtout sa caméra. Et ça a été le début de cette belle et grande aventure. Ouais. Ce que tu disais, je ne sais plus si on en a parlé un moment, c'est aussi ce qui t'a marqué par rapport à Ella, c'est qu'évidemment, il y avait énormément de choses à filmer. Il y avait beaucoup de dévastation, beaucoup de souffrance, mais qu'Ella, elle s'attachait à filmer la vie, en fait. La vie, le quotidien, la vie. Et est-ce que c'est aussi ça qui vous a connecté quelque part? Je crois que c'est ça qui nous a connectés, et c'est aussi ça où je me suis dit, tiens, on peut faire un film différent. C'est-à-dire qu'on fait... en fait, c'était ça, la résilience des enfants, c'est-à-dire qu'ils se créent un monde pour survivre à l'enfer autour, ou à la guerre, ou à la barbarie, ou à la violence. Et Lara, au début, elle ne comprenait pas tellement, est-ce que faire un film, alors que je suive pendant 1 an. Enfin, elle me dit, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je dis, c'est pas grave. En même temps, je dis, quand même, je ne sais pas comment finir. Mais j'ai dit, allez, on fait un bout de route ensemble. Et puis elle m'a montré ses rushs. Et justement, ce qui était génial, c'est qu'elle avait filmé la vie. C'est qu'elle avait filmé les lâchers de cerfs-volants, l'école, elle avait les anniversaires. Et ce quotidien qui est finalement, on se recrée une vie où qu'on soit. Et elle avait été au plus près de ça de manière assez fragmentée. Et je me dis, en fait, c'est ça le film. Et voilà. Et en fait, Lara, alors après, en plus, c'était en plein Covid. Donc nous, pas mal de fois, on ne pouvait pas y aller. Et elle me disait... donc j'ai travaillé avec 2 super chefs opérateurs de cinéma, qui est Laurent Stoup, qui fait beaucoup de films, qui est suisse, et Thibaut Delavigne. Et elle regardait vraiment comment ils travaillaient. Elle passait des heures à leur demander des détails techniques sur le cadrage, etc. Et quand on ne pouvait pas venir, elle disait, à cause du confinement, elle disait, mais t'inquiète pas, je suis Thibaut et Laurent. Voilà. Et puis elle a eu ces moments. Donc nous, on lui laissait des petites cartes. Et je ne savais pas du tout. Parfois, on ne la voyait pas pendant 2 mois. Je ne savais pas ce qu'elle allait filmer. Et nous, on avait juste envie d'être à sa hauteur, tellement elle était incroyable, en fait. Et on sentait quelque chose. Et puis, à un moment, je lui ai demandé de faire des selfies. Ça, je l'avais raconté, je crois. Et comme le temps passait, on ne savait pas si on pouvait y retourner. Je savais qu'elle filmait, mais je ne savais pas quoi. Et puis, au bout de plusieurs semaines, le selfie ne venait toujours pas. Puis, elle m'a dit cette phrase incroyable pour une gamine de 13 ans et demi, 14 ans. Elle m'a dit, mais Manon, en fait... moi, je n'aime pas le selfie, je veux m'exprimer par le cadre. Donc, je dis, OK. Voilà. Et c'est après, quand j'ai découvert ces rushs, on voit où elle filme par la fenêtre cette pluie sur l'arbre, et elle dit, je laisse ma tristesse dans la caméra, et je me sens en vie et debout. Mais tout ça, c'est elle. En fait, je lui ai rien, il n'y a aucune ligne qui a été écrite, je l'ai guidée. Tout ce que mon guideline, c'était essayer de raconter ce que tu vis, avec tes mots, à ta hauteur, et puis ça va faire quelque chose. Donc quand on a une gamine comme ça qui, voilà, entre ses dessins au fusain qui sont juste, qu'elle faisait déjà, elle avait commencé, elle trimballait son carton de dessin. Ils ont 7 fois tenté la traversée de la Turquie à la Grèce, et 6 fois les gardes-côtes turcs ont percé les bateaux alors qu'aucun ne savait nager. Et le truc qu'elle gardait dans le sac poubelle, c'était son carnet de dessin, où elle dessine comme ça. Est-ce qu'elle savait depuis le départ, parce qu'elle est quand même titrée du coup comme co-autrice du film? Elle savait pas. Elle savait pas. Non, je l'ai pas dit. Non, en fait, ça a été. Déjà, Ella, elle doute tout le temps.
Donc voilà, donc elle est persuadée que ça va pas, qu'elle est pas. Voilà, donc, et en fait, sa maman m'avait raconté, on l'a pas mis dans le film parce que c'était intime et puis elle avait pas envie d'en parler, que quand elle était petite, jusqu'à ses 10 ans, ses parents pensaient qu'elle était toute chétive, elle était complètement repliée sur elle-même. Maman, ils ont cru qu'elle était autiste. Après, ils l'ont emmenée à 10 ans chez un psychologue à Kaboul qui lui a donné des antidépresseurs à 10 ans. Donc c'était vraiment l'enfant de la famille. Tout le monde était inquiet pour elle. Et sa mère l'a vue devenir cette fille forte sur la route, et en plus, surtout quand elle a pris la caméra. Et nous, on a vu aussi l'éclosion de cette chrysalide, quoi. Plus on avançait, plus en même temps on voyait qu'elle prenait confiance. Donc voilà, c'est un vrai cadeau de l'avoir rencontrée, quoi. Elle a changé. Ma sœur Émilie, qui a composé la musique, je crois qu'on s'est tous, elle aussi, quand elle a vu les premières images, et elle a pris les mots d'Ella pour les mettre en musique, en chanson. Et elle aussi, elle s'est dit, mais il faut que je sois à la hauteur. Et nous, on se dit tout le temps, il faut qu'on soit à la hauteur. Et en même temps, voilà, maintenant, je pense qu'elle a plus confiance en elle. Et donc, je voulais pas lui dire qu'elle co-signait le film, parce que je voulais pas... voilà. Après, en plus, au début, comme elle est mineure, c'était pas évident, etc. Voilà, pour moi, c'était son... Enfin, elle savait pas non plus ce que je montais, mais on savait qu'on regardait... On avait fait ce chemin ensemble. Et ils ont découvert ça. J'ai pas voulu envoyer le lien, parce que j'avais peur qu'ils découvre ça tout seul et derrière un ordi. Et puis il y a quand même des passages entre le moment où Ella a filmé, où le père embrasse Fatané, et puis le moment où l'autre moment où les femmes trashent un peu les hommes, enfin disons voilà, on en a ras le bol de nos hommes, et ils sont voilà. Ces deux moments-là, c'était compliqué. Il y en a un qui est filmé par Ella, l'autre par moi, mais je les ai mis dans le film et je me dis, je sais pas comment ça va se passer, parce qu'on est quand même dans un autre rapport, voilà, c'est des gens très pudiques qui n'ont pas forcément envie de montrer ça. Et donc j'étais à côté d'Ella, son père, dans l'école de mon fils de 8 ans, devant 300 gamins de 7 à 10 ans. Ils étaient à côté de moi, ils ont découvert le film avec les enfants, et son père a pleuré quasiment la moitié du film, et Lara était bouleversée. Et voilà, je savais que ça allait, qu'on avait été peut-être un peu à la hauteur de ce qui... voilà. Et puis du coup, parce qu'on en a un peu parlé avant la projection, qu'Ella peut pas être avec nous malheureusement ce soir, mais je sais que vous êtes restés en contact très très proche, parce que nous on en avait parlé aussi en mars de pouvoir la faire venir. Évidemment, c'était pas possible. Du coup, c'est une relation qui est née au moment de ce film, non seulement qui dure encore maintenant. Et est-ce que maintenant, voilà, peut-être nous donner les nouvelles qu'elle nous aurait données si elle était là, qu'elle nous a données aujourd'hui à midi avec les élèves, les enfants, déjà, c'est assez rare, en fait, que quelqu'un qu'on rencontre sur la route, c'était son chemin vers l'Europe, mais que du coup, on puisse continuer. On continue toujours les relations voilà, avec mes amis syriens, iraniens, mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un de là-bas que j'ai filmé qui est maintenant si proche. Et son père m'avait demandé assez rapidement, il m'avait dit, sur la route, s'il nous arrive quelque chose, est-ce que tu accepterais d'être de ma reine ? Et je dis évidemment, voilà, je m'occupe de ta fille s'il arrive que ce soit, mais il n'arrivera rien. Mais c'était vraiment quelque chose, donc il y a eu ce lien très très fort. Voilà, donc elle a clairement changé nos vies, et ma sœur aussi, c'est-à-dire que nos enfants s'adorent, on décide que c'est leur grande sœur. Elle est rentrée dans nos vies, elle nous rend meilleurs, je crois, en fait, vraiment. Et eux aussi ont décidé qu'on était enfin, on est une grande famille. Et ça, c'est vraiment, vraiment un vrai cadeau, je pense, quand on fait des films, de pouvoir prolonger l'histoire et humainement d'avoir ces rencontres-là. Et ils vont tous super bien. Les 5 enfants sont scolarisés, donc ils vivent à Dortmund depuis 1 an et demi maintenant. Tous les enfants sont scolarisés. Ils parlent tous couramment allemand. Elle se moque d'ailleurs gentiment de moi parce que je ne parle pas un mot d'allemand. Elle a un petit peu oublié son anglais. Alors, elle est dans une classe avec Shahab, son frère, ils sont dans des classes pour enfants réfugiés, mais dans des écoles allemandes. Donc, au bout de 3 ans, ils intègrent petit à petit le système scolaire allemand. Et ils sont tous parmi les meilleurs de leur classe. Le petit Rezvan, qui quand même jamais été à l'école parce qu'il avait 2 ans quand ils sont partis. Nous, on avait un peu peur pour lui parce qu'il passait son temps sur des jeux vidéo sur le téléphone. Donc, moi, j'étais son cauchemar parce que dès que je venais, je confisquais les téléphones. Et donc, mais on savait pas du tout, un enfant qui pendant 4 ans, enfin le double de sa vie, n'a pas été scolarisé. Et en fait, c'est lui qui parle le mieux l'allemand. Donc c'est la première fois que je fais un film qui se finit bien, et c'est une belle histoire. Fatané a eu un 6e enfant, une petite fille. Elle n'a pas encore repris ses études ni passé son permis, mais elle compte bien le faire.
Cher est en train de faire une formation et va trouver un travail. Shahab, il a fait, comme tous les jeunes, il a fait des boulots d'été pour aider sa famille. Ils ont eu l'asile politique. Ils ne peuvent pas être avec nous parce qu'il y avait un renouvellement de la carte de séjour, mais on vient d'apprendre là il y a 1 heure qu'ils l'avaient eu. Donc, mais ils avaient très envie d'être là. Et puis ils me disent, on est dans notre rêve, quoi. Et maintenant, on peut. Le papa dit, voilà, mes filles peuvent. Tout ça, c'était pour que ces 3 filles soient des femmes libres et puissent avoir un destin de femme libre, indépendante. Et ils ont vraiment risqué ça pour ça. Et puis toutes les copines d'Elaha, beaucoup d'entre elles sont prisonnières à Kaboul, peuvent pas sortir de chez elles, n'ont même pas accès aux écoles clandestines, très peu accès à Internet. Donc ce pays est devenu une grande prison. Voilà. C'est vrai qu'il y a une espèce de lumière dans ce film malgré les difficultés. Donc là, c'est vrai que l'histoire d'Elaha, elle a été chanceuse, malgré toutes les difficultés, ça s'est bien fini. Puis il y a eu ce qui est né entre vous, mais en même temps, ça fait écho à des milliers de personnes qui passent 1 mois, 2 mois, des années sur la route, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Puis avant qu'on se quitte, même si ça fait pas si longtemps qu'on est là, j'ai l'impression, on voulait quand même vous donner la parole. on parle aussi. Ou alors s'il y a une réaction ou une question dans le public. Les élèves ont posé plein de questions toute la journée. Donc voilà. Vous avez 12-13 ans. Alors, du coup, je vous devine parce qu'on a les projecteurs. Ouais. Merci beaucoup, Manon Loiseau, pour votre film excellent. Merci. J'aurais juste voulu savoir si l'Allemagne, ça a été un choix ou si ça a été une faute de mieux, qu'ils n'ont pas pu vraiment choisir, ils allaient là où on les prenait. Peut-être comme, je ne sais pas. Oui, quand ils se posaient la question dans le train, les marrants disaient « Alors, on va où, maman ?» Alors, en fait, l'histoire qui est commune à toutes ces femmes et ces hommes et ces enfants, c'est qu'en fait, ils ont tous quelqu'un dans la famille qui a déjà tenté ou qui est déjà arrivé. Et donc, en fait, ils se parlent tous entre eux toujours. Et les gens dans les camps se disent ne prenez pas cette route-là. En plus, on était en plein Covid, donc c'était compliqué. Alors, l'histoire de la famille de Elaha, donc la maman, elle travaillait dans un salon de beauté où il y a eu un attentat contre le salon de beauté, où elle a failli mourir, donc ils ont décidé de partir, en plus des attentats pour les filles, contre l'école des filles. Mais avant qu'ils partent, il y avait déjà une partie de leur famille qui était partie. Cher, le papa, sa sœur était en France, dans le nord de la France, avec son mari, parce que son mari était traducteur pour l'armée française et donc menacé de mort par les talibans. Donc lui, depuis 10 ans, il était déjà en France. Sauf que en France, lui, il n'a jamais trouvé de travail et du coup, maintenant, il travaille sur une plateforme pétrolière en Norvège. Donc en fait, la maman, elle est toute seule avec ses 3 enfants. Elle galère. L'intégration à l'école se fait pas très bien. Et donc, voilà. Fatane et Elaha, elle voulait vraiment venir en France. Et il y avait aussi ce côté de ce qui était compliqué à gérer, même pour nous, parce qu'on s'est tellement attachés au fil de ce film. Et on était en plein confinement. C'est que nous, on revenait à Paris, tout le monde avait peur les uns des autres. Et moi, j'étais mieux avec Elaha et sa famille, en fait. Mais aussi, en fait, ils voyaient personne. Donc, on était vraiment ensemble. Et du coup, il y avait aussi ce moment où c'est pas parce qu'on rencontre une réalisatrice française qu'il faut comment moi j'allais finalement peut-être influer sur la décision où il voulait aller. Donc Elaha voulait venir en France parce que Fanny est française, la première amie qu'ils se sont faites étrangère qui a construit leur école, elle est française, et la deuxième c'était moi. Donc il y avait ce prisme français et en même temps on essayait de leur expliquer que la France c'est compliqué. Enfin, c'était clair qu'il n'y avait pas du tout une politique d'accueil qui est celle qui vivent en ce moment en Allemagne. Il me demandait, mais est-ce que tu pourrais nous aider? Je dis, mais je pourrais écrire à l'OFPRA, etc. Mais je pourrais très certainement pas. Enfin, je n'ai pas un pouvoir pour vous obtenir l'asile politique, même si France Télévisions écrit, etc. Et, tout. Et ensuite, il y avait la Suisse, parce que le frère du papa est en Suisse. Et là, c'était pareil. Donc, il y avait une espèce de légende urbaine qui courait dans le camp de Moria, que quand on arrivait en Suisse, tous les réfugiés touchaient 5 000 € et on leur donnait l'asile politique. Et ça, c'était en plein Covid. Alors avec Laurent, qui est donc suisse, le chef opérateur, on lui passait des soirées, leur expliquer que ça paraissait peu vraisemblable quand même, qu'ils arrivent en Suisse. Donc c'est terrible parce que, en fait, ils ne voulaient pas nous croire, parce que quelque part, on leur brise aussi un rêve. On les confronte à une réalité que nous, on connaît avec nos pays, où on sait que c'est vraiment no bed of roses, quoi, où c'est vraiment dur. Et eux, ils ont besoin de se projeter pour continuer le voyage. Et il y avait la troisième option qui était l'Allemagne, où Fatane avait 2 frères qui, depuis
depuis 3 ans étaient là-bas, avaient des enfants, et tous les enfants étaient scolarisés et l'intégration se passait bien. Donc en fait, on est arrivé sur ce bateau, après on arrive à Venise, et ils vont se renseigner pour les billets de train, ils se rendent compte que les billets de train sont trop chers. Et là, pour la première fois, parce qu'on n'a jamais parlé argent avec... jamais. C'est-à-dire que ça, vraiment, ils ont une dignité, jamais ils nous ont demandé quoi que ce soit. Et le papa est venu me voir en me disant, est-ce que tu peux nous aider? Je dis, mais moi, je peux pas, j'ai pas le droit, en fait, de vous payer les billets de train. Enfin, je peux pas dire du tout. En plus, ils n'avaient pas du tout le droit de quitter la Grèce. On était vraiment dans un truc clandestin. Là. Ils n'avaient pas le droit, avec leurs papiers, de quitter la Grèce. Donc, ils ont quand même été contrôlés par les Italiens. Comme il y a beaucoup de migrants qui font ça, en fait, ils pouvaient voyager 1 mois et ensuite revenir. Et ils devaient choisir. Ils ont trouvé un flexibus qui était moins cher, qui pouvait se permettre de prendre. Et c'est là qu'a commencé. Mais si on vient en France, tu peux nous aider. Et en fait, j'étais complètement perdue. C'est que j'ai dit, oui, je peux vous aider, mais je peux pas, moi, changer votre destin. C'est que je savais qu'il ne fallait pas que je leur donne, à cause de notre amitié, que finalement, ils choisissent en fonction de moi. Et là, mes productrices, alors moi, c'était un arrachement. Ils m'ont dit, bah, tu pars. Tu les laisses, ils doivent faire le choix tout seuls. Et moi, j'étais en larmes. Je dis, mais je peux pas. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. En fait, c'était horrible parce qu'on les a laissés dans cette station de bus. Et je dis, bon, on se voit où que vous choisissiez d'aller. On se retrouvera au point d'arrivée. Mais je me suis sentie, ça a été personnellement, enfin vraiment, c'était avec Thibault, enfin on a repris l'avion, on était des faits. Mais je pense que, in fine, elles avaient raison. C'est que moi, j'ai été trop impliquée et que c'est vrai qu'ils sont, et de toute façon, ils n'auraient jamais connu ce qu'ils connaissent actuellement en Allemagne. Donc, c'est là où, quand on est réalisateur, réalisatrice, il y a cet attachement. Et c'est Nicolas Bouvier qui parle de l'attachement et de l'arrachement. Mais c'est ces moments-là qui sont toujours durs. Et quand on noue un rapport aussi fort avec une jeune fille de 14 ans, qui voilà, elle me disait que tu étais comme ma seconde maman. Enfin, il y avait vraiment un truc qui était... Et je lui dis, mais en fait, moi, je peux pas leur... je rêverais de les loger, je rêverais de leur trouver un travail, mais j'ai pas la puissance, enfin, j'ai pas les épaules pour héberger plus que quelques mois une famille de 7 enfants, les scolariser, leur trouver l'asile politique. Enfin, je savais que c'était... voilà. Donc en fait, ils ont choisi l'Allemagne et en quelques mois, ils ont passé 2 mois dans des foyers de réfugiés. Et puis au bout de 2 mois, ils ont eu un appartement qui fait 80 mètres carrés, payé par l'État, 1 000 € par mois, tous les enfants scolarisés. Et c'est inouï. Enfin, vraiment, ça se passe pas du tout comme... Je sais pas comment ça se passe ici, mais ça se passe pas du tout comme ça en France. Ils auraient fini dans un Formule 1 sur le périph' et... ils auraient mis des mois et des mois avant et ils ont eu l'asile politique en 4 mois. Après, c'est vrai qu'ils sont arrivés l'été où les talibans ont pris Kaboul. Et je pense que ça a aidé aussi, ça a facilité le... Voilà. Mais c'est... en fait, ils n'ont pas vraiment une idée de précisément... Enfin, souvent, les gens qu'on rencontre, ils disent ça ou ça. Ils disent de moins en moins la France, en tout cas. Parce que, et c'est vrai que l'Allemagne reste toujours quand même le pays de destination. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public qu'on ne voit pas? On ne le voit pas. On voit vos silhouettes. Moi, sinon, j'en ai encore juste une avant qu'on se quitte ou avant que quelqu'un ou quelqu'une dans l'audience se décide. C'est d'une part, maintenant avec le recul, évidemment, parce que ça fait quand même quelques années que le film a été tourné, est-ce que tu sais quelle est la perspective d'Ella et même sa famille sur un film qui est aussi personnel? Enfin, qu'est-ce que ça fait de voir avec du recul un film où on s'est livré de manière aussi intime? D'une part, puis aussi pour toi, est-ce que cette expérience de tourner à 4 mains, en fait, à 4 caméras, aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton expérience de cinéaste? Donc, c'est 2 questions qui sont complètement différentes, je me rends compte. Mais, alors, la première, allez. Pour eux, ce que ça leur fait, je crois que... Alors déjà, son père, la première chose que Cher m'a dit, il m'a dit... en fait, j'ai jamais pleuré, même quand il a été torturé pendant 6 mois par les talibans. Et il a fait toute cette route. Il a été opéré d'une hanche. Il a une fausse hanche en Turquie. Et quand il est revenu, ils sont partis. Donc, il a fait toute cette route avec une fausse hanche. Et il m'a dit, en fait, j'ai jamais pleuré, torturé par les talibans. Et ton film m'a fait pleurer tout du long. Et en fait, ce film, c'est nous, c'est notre vie. Et merci parce qu'on va pouvoir le montrer à toute notre famille, à tous nos proches, tous nos amis de l'exil. Sur la route encore, parce que c'est ça l'exil en fait, c'est pas toujours les passeurs, le drame. On a tous nos drames, mais on regarde devant et en même temps il y a ces terribles moments où on est juste des humains, mais en fait on nous traite comme des choses à déplacer, embarrassantes, en trop. Et donc eux,
ils le portent, enfin ils n'arrêtent pas, ils l'ont montré à tout le monde. Donc, et c'est pas évident. Moi, je savais pas comment, parce que Fatane, elle finit par enlever le voile sur le bateau, et là, elle se coupe les cheveux. Enfin, il y a cette libération de ces filles afghanes et de la maman. Et je ne savais pas non plus comment les frères de Fatane, on est dans une famille qui est... voilà, c'est pas des familles ultra-libérales, c'est une famille moderne, mais on est quand même dans une famille afghane. Et en fait, il y a un accueil... voilà, ils n'arrêtent pas, quoi. Ils sont hyper contents, hyper heureux. Et je crois qu'ils sont très fiers de Elaha. Et Elaha, aujourd'hui, maintenant, elle veut... après ses études, elle veut... enfin, après l'école, moi, après tous les dons qui seront faits au film, et enfin avec le film et puis les droits d'auteur, moi je lui mets tout sur un compte pour payer ses études après. Ça c'est mon engagement parce que voilà, si ça peut, voilà, j'ai vraiment envie qu'elle y arrive. Elle veut être journaliste ou cinéaste, je sais pas, et elle veut, ce qu'elle veut, c'est retourner un jour à Kaboul pour faire un film sur ses copines qui sont restées là-bas sans pouvoir partir. Et elle m'a dit aujourd'hui, je me sens une mission. On l'a montré à l'UNESCO et ils lui ont proposé peut-être de pouvoir parler dans certains... voilà, dans certains événements, un peu un porte-voix de ces filles afghanes. Elle dit, moi, en fait, je veux, si ce film peut donner encore un peu d'espoir, de rêve à mes copines qui sont restées là-bas. Voilà. Donc, elle, c'est ça. Et c'est voilà, rencontrer le public et voyager avec. Et moi j'ai adoré, en fait, j'ai vraiment aimé pouvoir transmettre. Et en même temps, j'ai énormément appris avec son regard, sa manière de faire. Et je crois que c'est... j'ai très envie de continuer à faire ce genre d'expérience. J'avais fait ça avec des jeunes iraniennes il y a 10 ans. J'avais envoyé des petites caméras en Iran et on avait fabriqué comme ça un film. Alors pour le coup, on était à 8 mains, mais elles n'ont jamais pu mettre leur nom. Je crois que je l'avais montré lettre d'Iran, je crois, la lettre d'un chronique d'un Iran interdit ici. Mais elles, c'est toujours trop dangereux pour elles de mettre leur nom, mais moi j'avais juste été chef d'orchestre et elles avaient tissé comme ça. Et je trouve ce moment où justement quand on est réalisateur de pouvoir transmettre, trouver une forme d'écriture différente et voilà, tisser, faire quelque chose ensemble avec une jeune fille comme Elaha, c'est un vrai cadeau, quoi. Et puis ça, en fait, on ne savait pas quelle forme le film allait prendre. C'est entre les chansons de ma sœur qui sont la deuxième voix du film, Elaha, c'était. Mais je crois qu'il y avait, je sais pas, il y avait une évidence. Il y avait une évidence et moi j'ai beaucoup appris. Voilà. Bah, écoute, puis nous on est très très heureuses d'avoir pu le montrer parce que c'est vrai que pour l'avoir montré à plusieurs occasions, on a aussi eu beaucoup de retours qui étaient de personnes qui nous ont dit moi je vais pas voir le film, qui sont restés devant la salle qui étaient là, je vais pas voir le film parce que c'est mon histoire et je la connais, mais par contre je suis, en l'occurrence c'était un homme, j'étais là, par contre je suis tellement heureux que ce film existe pour qu'il y ait des gens qui voient mon histoire. Donc je pense que c'est voilà, c'est ce côté un peu universel qui est aussi un peu le thème de la semaine qui fait que ça parle à toute catégorie de personnes. Est-ce que, avant qu'on vous laisse, parce qu'on m'a imposé un timing qui était très strict, qui est déjà dépassé depuis un moment, est-ce que quelqu'un aimerait encore poser une question, prendre la parole, ou bien vous pourrez le faire en off après, si là c'est trop impressionnant. Après, par rapport au côté universel, je rajoute juste, effectivement, j'ai trouvé magnifique dans l'histoire, enfin leur famille, c'est qu'ils sont une famille tellement unie, c'est qu'il y en a un qui flanche, les autres le rattrapent, et il y a tellement d'amour. En fait, c'est ce petit terme tout simple d'amour, et c'est cette voilà, c'est ce lien absolu qu'ils ont. Et en même temps, l'universalité, elle est tout le temps. Parce qu'en fait, quand Fatane parle avec Elaha, elle dit j'espère qu'un jour, vous nous remercierez et qu'on a pris la bonne décision. Alors qu'ils risquent sur la route. Et en fait, tout parent se demande ça pour ses enfants. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Et là, c'est une décision absolue, parce qu'il y a une décision où il y a beaucoup de morts sur la route. Et voilà, c'est vrai qu'on sentait... il y a quelque chose de... dans ce qu'ils incarnent, je crois, de totalement universel et de ce fameux « eux, c'est nous », quoi. Voilà. Bah, écoute, Manon, c'est moi qui ai répondu à la question. Bah, écoute, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous pourrez lui parler sinon je serai juste là en descendant de la scène, c'est peut-être moins intimidant. Merci beaucoup Manon d'être venue pour avoir quand même enchaîné 3 projections aujourd'hui. L'accueil magnifique avec différents publics et l'Université de Genève, c'était super de pouvoir prolonger comme ça. Et merci à vous aussi d'avoir suivi ce soir. Merci. Je vais juste aussi profiter pour vous rappeler que la semaine continue, ce sera le dernier jour demain, puisque nous avons 2 événements auxquels nous vous invitons. Le premier, il est lié à la visite de prisonniers, puisqu'on aura, comme c'est souvent le cas
C'est notamment une des missions de la Croix-Rouge, comment se passent les enjeux d'une visite de prison. Ce sera une conférence à 14h et nous terminerons avec la question du conflit israélo-palestinien dans une optique plutôt juridique, celle du droit humanitaire, avec des spécialistes maison et quelques représentants politiques. Voilà, excellente soirée, merci beaucoup.